Diaté, bonjour. Bonjour. Ravi de te recevoir. Alors, tu as été l'initiateur de ce mouvement. C'était vraiment un mouvement qui persiste, heureusement, qui s'appelle la Funking Fashion Factory. Quelques mots sur ce que tu as lancé. À la base, c'est parti en fait d'un concept Rullibut. Rullibut, c'est en fait une autre vision. C'est un terme que les Sénégalais connaissent, ce qui veut dire ouvre grand les yeux. Et c'était parti aussi dans cette volonté de ramener en fait la jeunesse en fait dans le cœur de la mode, parce que la mode, c'était un précaré très bourgeois qui était dédié aux WASP, c'est-à-dire des gens bien White, etc. Et puis c'était un précaré. Et je pense que alors que la jeunesse avait une autre aspiration en fait de voir le monde en fait comme un arc-en-ciel. Enfin, on est tous pareils, on a aussi, je veux dire, les races, peu importe, mais on peut composer. Donc j'avais aussi, c'était en tant qu'Africain venant, ayant vécu des indépendances, on est né après les années 60, des indépendances, on avait besoin aussi d'apporter une certaine note, tu vois, pour exprimer notre vision aussi, c'est-à-dire pour produire notre image, produire notre propre substance, comment l'Afrique aussi peut amener aussi son là au concert du monde, quoi. En fait, c'est tout un truc, et la funk and fashion, c'est un peu aussi ce qu'on peut faire pour soi-même, aussi se faire plaisir. C'est-à-dire que l'idée de funk, c'est-à-dire que c'est des gens d'un génie, tu vois, nord-américain, qui ont essayé de faire cette musique, quelque chose pour soulager en fait nos douleurs. Les choses. Et quelque part, il y a une espèce de joie et d'exubérance quand même qui était là-dedans, que moi je me suis approprié très très vite. Je voyais mes grands frères dans les années 70 écouter ce genre de son et je trouvais ça fabuleux, donc je suis rentré là-dedans tout de suite, quoi. Et c'est comme ça que moi j'ai appréhendé en fait la funk. C'est se faire plaisir aussi, faire quelque chose aussi pour soi-même, pour l'Afrique, pour les minorités, mais qui rentre aussi en concert. C'est-à-dire que c'est une culture de l'universel, mais qui prend en fait toutes les notes pour faire un concert, une harmonie. Différentes individualités, voilà, pour en faire quelque chose de symphonique, voilà, et d'harmonieux. Voilà, c'est ça. C'est un peu... Alors moi, ce qui me surprend dans ce que tu as représenté, que tu continues à représenter, c'est le fait que 30 ans après, ta mode est toujours aussi fraîche et toujours aussi jeune. Comment tu fais ? Mais parce que je pense être à l'affût des aspirations en fait du monde, quoi. J'essaye en tout cas de pas avoir une approche nombriliste. J'essaye aussi d'ouvrir les yeux, de voir ce qu'il y a autour de moi, ce que les gens ont aussi envie de dire, ce qu'ils ont envie de vivre. Donc, je pense que le monde évolue, il faut aussi prendre la vague. C'est pas une option opportuniste, mais c'est surtout comment les aspirations aujourd'hui éclatent, comment les aspirations s'expriment, comment on peut aussi voir à travers des expressions ce que les gens ont envie de porter, aussi d'exprimer, de vivre, de se mouvoir. Il y a tout ça, quoi, qui font partie en fait, du paramètre, moi, dans ce que j'essaie de ramener dans ma façon de créer, en fait. Donc forcément, il y a toujours cette fraîcheur. Je crois, moi je le vois pas parce que je suis un peu le nez dans le guidon. Absolument, mais nous on le voit, on le ressent. Et juste pour être en tout cas à la page ou au moins sur la même page, dans ce que tu as ramené, il y avait du recycling, donc du recyclage, ou du upcycling. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le upcycling qui définit ta proposition artistique ? On est dans un monde qui a un angle très productiviste. L'industrie, dans toute sa splendeur, est quand même produit énormément de biens, de choses qui, en fait, deviennent obsolètes. Donc, on se retrouve avec des âmes
des stocks bon, de seconde main, de choses comme, incroyables. Et il y a cette problématique aussi que bon, nous on a toujours abordée, c'est sur l'environnement. Voilà, je pense que l'Afrique négatif. a toujours été, c'est-à-dire que bon, quand on voit en fait en Afrique toutes les sociétés ont toujours abordé leur environnement comme une part d'eux-mêmes. C'est pas quelque chose de complètement étranger, donc il faut en tenir compte. Donc, bon, cette approche, en fait, c'est une approche aussi économique, c'est-à-dire que produire différemment. On peut aussi intégrer... Environnemental, voilà. Parce que tu te rendais compte déjà à l'époque de l'impact négatif qu'avait l'industrie de la mode. Voilà. Aujourd'hui, c'est encore pire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est encore pire. Qu'est-ce que ça te donne comme réflexion? Le problème, c'est que bon, moi, j'en parlais déjà il y a 30 ans. Il y a d'autres qui en ont parlé déjà il y a plus de 30 ans, 60 ans. Je veux dire que c'est un problème qui est récurrent. Donc, je veux dire que là, on arrive à une situation de non-retour. Où bon, maintenant, on est en train on parle de changement climatique. Il y a quand même des désastres qui s'approchent. Donc, bon, je veux dire, c'est quand même assez... quand on voit l'état du Gange aujourd'hui, où l'Inde, c'est quand même l'un des pays les plus... C'est quand même les pays les plus impactés. Impactés, parce que bon, il y a... c'est le Bangladesh, c'est des usines du monde, même la Chine... Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans certains pays, il y a des incentives, des choses que l'on donne aux personnes qui font un effort. Est-ce qu'il faudrait peut-être soutenir plus ceux qui font cette mode consciente, éco-consciente comme toi, le upcycling? Quelles sont les solutions que tu vois à réduire pour réduire? Je pense qu'il faut réduire l'impact, il faut produire différemment. Je pense que bon, ça, la solution, moi seul, je ne vais pas l'avoir. Il faut que chacun y mette... du sien, et c'est ce que tu fais. Voilà, et moi j'imagine que bon, l'Afrique a une part à prendre et c'est celle-là qui celle qui pollue le moins. Ouais, c'est celle qui pollue le moins et justement, elle peut peut-être aujourd'hui apporter justement une autre approche. Voilà. Bon, moi je suis Bambara, on a une philosophie quand même qui est différente, une cosmogonie qui est différente, qui est plus proche de l'arbre, des éléments, de choses, la force vitale dont on parlait. Donc c'est quand même, je pense qu'il y a aussi cette force que peut aussi enseigner l'Afrique. Je pense que ça, il faut essayer de... Bon, moi, c'est ce que j'essaie de porter, en tout cas, dans sa modernité, voilà. Dans cette modernité aussi, donc tu as toujours été dans cette envie éco-responsable de, comme tu dis, de produire, mais produire différemment, créer, mais différemment. Et comme tu l'as souligné, en regardant le monde qui t'entoure et en prenant conscience de ce monde. Est-ce que pour toi aussi, ton travail d'artiste, c'est d'être la voix des sans-voix, comme on le voit dans une de tes créations automne-hiver 2023 ? Je pense à ce magnifique habit où tu mets No Justice, No Peace. Ouais, c'est-à-dire en soutien à Adama, en soutien au tout le combat que des personnes comme Assa Traoré mènent pour rendre la justice. Oui, je pense qu'on est quand même dans un monde qui est impacté, qui est quand même très mercantile, qui est très... je pense qu'on est... Quand on voit le niveau de démocratie qui est en train de se détériorer, même quand on regarde le Sénégal aujourd'hui, qui était quand même, avec ses avatars et tout, mais... Qui était un exemple. Qui était un exemple, mais qui aujourd'hui, on est en train de pourrir des situations qui étaient censées être des démocraties. Bon, je veux dire, c'est hyper important, je pense aussi que c'est-à-dire que la politique revienne aussi à l'essence de leur pouvoir, c'est-à-dire rendre service. Voilà. Donc, elle ne peut pas se servir, vous voyez, donc, mais, bon. Pas que se servir en plus. Bon.
si on en revient à la mode, mais la mode, c'est ça. Ta vision politique et politisée, hein. Non, mais bon, non, mais je pense qu'il faut rester debout quand même. Je pense qu'il y a une dignité humaine à tenir. Il faut rester debout quand même. Je crois que c'est important, sinon, bon, allez, bon, on s'enterre, quoi. Qu'est-ce qui nous tient si c'est pas la foi en l'humanité, je sais pas, tu vois, la joie de se réveiller le matin. Je me dis, si c'est pour aller se faire taper dessus en permanence, c'est pas drôle. Ouais, c'est pas drôle. Tu es sensible vraiment à la société, misère humaine, je suis vraiment hyper sensible. Je pense que ça vient peut-être de ma mère, elle était médecin, je sais pas, elle m'a tout de suite ouvert les yeux sur un tas de choses, sur les problématiques des femmes, plein de choses. Bon, ouais, je pense que je suis sensible peut-être, ouais. Et juste, toi qui as toujours été en avance sur ton temps, d'un point de vue mode, d'un point de vue sociétal, comment est-ce que tu vois, en prenant en compte la détérioration de l'environnement, comment est-ce que tu vois évoluer cette mode dans le futur? Je ne parle pas que de la mode africaine. Comment est-ce que tu penses que cette mode va évoluer? Tu nous as dit comment elle devrait évoluer, en prenant en compte plus l'humain et en produisant différemment. Est-ce que tu as de l'espoir, en fait? Je vois, il y a beaucoup d'initiatives qui se font. Je pense qu'on n'est pas. Faut garder l'optimisme. Il y a toute une jeunesse qui essaye de faire différemment. Je pense qu'il y a, il y a des réveils là aujourd'hui. Je pense que il faut. Ils viennent d'où ces réveils? Mais d'un peu partout. Je pense qu'un peu partout, même en Europe, un peu partout. Je pense que bon, en Afrique, on y est aussi. Dans le monde entier, je vois il y a des réveils. Je pense qu'on se rend compte en fait de la problématique même de survie humaine si on ne change pas de braquet, quoi. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui sont pour toi emblématiques de ce réveil? Je pense que Assa, elle est emblématique de ce réveil. Demander la justice, c'est quand même important. C'est pour ça que bon, je l'ai exprimé à Assa Traoré. Et tu l'as exprimé de très belle manière, en effet. Avec sobriété, mais comme quoi l'artiste... mais il y a Assa Traoré, il y a Alice Diop, qui est réalisatrice, qui était aussi... primée 3 fois. Qui était aussi... qui a donné son image pour... Il y a Rokhaya Diallo, qui est une battante... beaucoup de femmes, beaucoup de femmes, que tu mets en avant et que tu honores. Je pense que les femmes... Ta maman a bien travaillé. Mais ma mère, je pense que c'était des battantes, des gens qui ont donné leur vie à leur foi, à leur métier, à donner ce qu'ils peuvent à leur prochain, comme on dit. Alors, juste pour finir sur une question générique, peut-être que ça sera aussi une influence de ta mère, pourquoi pas. Quel est ton livre de chevet actuellement? Mon livre de chevet, actuellement, je suis sur Julio Cortázar. Qui est un écrivain argentin, mais génialissime. J'aime beaucoup. Mais en fait, là, c'est plus ce côté. Tu le lis en français? En français. Non, je n'ai pas appris l'espagnol. Là, c'est plus le côté de mon père. C'est cette littérature, cette envie d'aller voir des expériences littéraire et tout ça. Et puis je crois que Julio Cortázar, quand on était, il était ami avec, parce que bon, comme mes parents étaient réfugiés ici à Paris, il s'occupait pas mal de réfugiés, de choses. Donc je l'ai croisé, mais dans ma petite jeunesse, mais je le connaissais à peine. Et c'est Khady Sylla qui m'a fait connaître Julio Cortázar. Khady Sylla, qui est une réalisatrice sénégalaise, malheureusement a disparu. Et ça fait, c'est notre jeunesse. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Là, je suis en train de lire Marel, qui est un pavé, mais il parle du quotidien, mais avec une telle force.
en vivre les choses sur lesquelles on passe à côté, mais avec une telle poésie, j'adore, quoi. Et juste un livre, 2 ou 3, qu'il faut absolument avoir lu une fois dans sa vie. Ben, moi, je dirais Devoir de violence, Diambo Ologem. 100 ans de solitude, Garcia Marquez. Ah oui, quand même aussi. Ouais. Frantz Fanon, Édouard Glissant. Aimé Césaire. Ouais, dis donc. Aimé Césaire. Et quelqu'un qu'on ne voit pas beaucoup, c'est Léon Gontran-Damas. Léon Gontran-Damas. Ouais. Ouais, évidemment, c'est Seydou Badian, mon père. Charité bien ordonnée quand même. Seydou Badian Kouyaté. Je savais que tu étais un homme de culture et cultivé, mais vraiment, tu en es. Vraiment, ce sont de beaux exemples. Ce sont des parcours. Ouais. Enfin, c'est important aussi de s'intéresser à tous ces gens. Absolument. C'est nous, c'est toi, c'est moi, ouais. Toute cette universalité qui te tient vraiment à cœur. Merci infiniment, Lamine Kouyaté.